Je vais y aller en pente douce, je vais dire les choses lentement et je voudrais les dire de la manière la plus claire et la plus limpide qui soit. Il n'y aura pas d'obscurité dans mon propos. Et la limpidité est d'ailleurs un impératif pédagogique, c'est un impératif professoral d'être limpide. C'est peut-être même, à y réfléchir, une exigence éthique, la limpidité. Tout ce qui s'écrit, note le philosophe autrichien Wittgenstein, tout ce qui s'écrit peut se dire clairement. Tout ce qui s'écrit peut se dire clairement, et j'ajouterais bien volontiers que tout ce qui se dit doit se dire clairement. Alors voyez-vous, quand on parle d'éthique enseignante, on peut prendre comme point de départ de la réflexion une élucidation de l'acte d'enseigner. C'est quoi au juste enseigner? Quel est le sens de cette activité particulière? Et on montrerait alors aisément que toute forme d'enseignement, même celle qui fait le pari des méthodes actives, est un mode d'intervention qui est marqué par la dissymétrie. Dissymétrie entre celui qui sait et celui qui ne sait pas encore. Et donc, envisagé sous cet angle, l'éthique apparaît comme un mode de régulation de la relation enseignant-enseigné. Ce qu'elle est de fait, l'éthique est un mode de régulation des relations au même titre que le droit ou les usages sociaux. Mais je voudrais ce soir emprunter une autre voie et vous montrer qu'une posture éthique du professeur participe de plein droit au développement psychologique et intellectuel de l'élève. Je voudrais donc vous inviter à une petite révolution copernicienne parce que la professionnalisation des métiers de l'enseignement, qui a été initiée en France au début des années 1990, avec la naissance de ce que l'on a appelé les instituts universitaires de formation des maîtres, les IUFM, dont les SP ont pris le relais et qui vont très prochainement encore changer de nom. Cette professionnalisation se pensait sous le seul signe de la technicité. Nous ne parlions pas d'éthique, je dis nous parce qu'à l'époque, j'étais jeune, maître de conférence à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Lorraine. Nous ne parlions pas d'éthique. La grande querelle des années 90 dans les lieux de formation, qui est une querelle quasi théologique, j'ai envie de dire, était de savoir comment on allait distinguer le pédagogique du didactique. Mais aucun mot sur les questions éthiques. Ou alors, quand on parlait d'éthique, elle était convoquée à titre de supplément d'âme. Je voudrais vous montrer que l'éthique n'est pas un supplément d'âme, pour reprendre cette belle formule de Bergson, mais qu'elle est au cœur du professionnalisme enseignant. Et je vais partir d'une notion, d'une belle notion qui a fait son entrée assez récemment dans les programmes, via les programmes d'enseignement moral et civique, c'est la notion d'estime de soi, qu'il ne faudrait surtout pas réduire à une simple confiance en soi ou à un simple sentiment d'efficacité, comme le pensent parfois les psychologues. Donc je vais partir de cette notion, de cette belle notion qui a fait son entrée récemment dans les programmes. Et donc je vais dire pour commencer quelques mots sur l'estime de soi. Et je voudrais dire ces mots avec le philosophe Paul Ricoeur. Et puis dans un second temps, dans un second moment, je vous montrerai tout ce que cela implique en termes d'éthique professionnelle. De l'estime de soi à l'éthique enseignante, de l'élève au professeur, voilà un peu le parcours auquel je vous convie ce soir. Alors j'en viens à l'estime de soi et je crois que ce que Paul Ricoeur nous permet de comprendre, c'est que l'estime de soi est à la fois au principe de notre subjectivité et au principe de notre relation à autrui. Elle est, l'estime de soi, simultanément une affirmation de soi et une reconnaissance de l'autre. Elle est simultanément une affirmation de soi et une reconnaissance de l'autre. Si l'on demande, écrit Ricoeur, à quel titre le soi est déclaré digne d'estime, il faut répondre que c'est à celui de ses capacités. Le discours du « je peux » est certes un discours en jeu, JE, mais l'accent principal est à mettre sur le verbe, sur le pouvoir faire. Si l'on demande à quel titre le soi est déclaré digne d'estime, il faut répondre que c'est à celui de ses capacités. Le discours du « je peux » est certes un discours en jeu, mais l'accent principal est à mettre sur le verbe, sur le pouvoir faire. Cela signifie, vous l'avez compris, que l'estime de soi est liée à notre capacité d'agir.
capacité à lire, à écrire, à disserter, à philosopher, à danser, à chanter, à dessiner. L'estime de soi est liée à notre capacité d'agir. Et si l'estime de soi, vous voyez, est liée à notre capacité d'agir, alors la pire des insultes, la pire, celle qui frappe autrui en plein cœur, celle qui le ruine et qui d'une certaine manière l'humilie, est celle qui le traite de bon à rien, et celle qui le traite d'incapable. Dire de l'estime de soi qu'elle est liée à nos capacités d'agir, c'est dire quelque chose d'essentiel. C'est déjà dire que l'on ne s'estime pas de manière directe et immédiate, mais que c'est en estimant les actes et les actions que l'on pose que l'on apprend à s'estimer. On ne s'estime que parce que l'on est l'auteur de nos actes. Si nous étions de simples instruments, de simples forces agissantes, nous ne nous estimerions point. Dire de l'estime de soi qu'elle est liée à notre capacité d'agir, c'est dire quelque chose d'essentiel. C'est aussi dire que l'estime de soi est inséparable de l'estime de l'autre. Car ce que l'on estime en soi-même, à bien y réfléchir, ce n'est rien d'autre que notre propre humanité. Lire, apprendre, organiser, entreprendre, danser. Et donc l'estime de soi est inséparable de l'estime de l'autre. Car l'humanité est précisément ce que l'on a en partage. Dire que l'estime de soi est inséparable de l'estime de l'autre, c'est avoir compris que ce que l'on estime en soi-même, finalement, à bien y réfléchir, lire, écrire, danser, chanter, ce n'est finalement rien d'autre que notre propre humanité. Et donc l'estime de soi est inséparable de l'estime de l'autre, car l'humanité, c'est ce que l'on a en partage. L'estime de soi n'est donc pas l'estime du moi. Dire soi, écrire Ricoeur, n'est pas dire moi, car le soi implique l'autre que soi. D'où vous voyez que l'estime de soi n'a rien à voir avec l'égoïsme, comme on le dit parfois, n'a rien à voir avec le narcissisme ou l'autosatisfaction béate. Car dans le moment où je m'estime, j'estime l'humanité en moi-même comme en tout autre. Et donc, si l'estime de soi n'est pas l'égoïsme, si l'estime de soi n'a rien à voir avec ce sentiment naturel, immédiat, toujours déjà là, ça veut dire que l'estime de soi est l'objet d'une conquête. D'une lente et difficile conquête. Parce que vous voyez qu'elle oscille entre un sentiment de fragilité qui menace ma capacité d'agir. Suis-je capable de faire ça? Ouais, suis-je capable? Est-ce que je vais y arriver à faire ce truc-là? Et de l'autre côté, un fantasme d'omnipotence qui me laisserait penser que je m'appartiendrais d'emblée. Je veux donc je peux. Comme s'il suffisait de vouloir pour pouvoir. Pour pouvoir faire. Bien sûr, il faut croire que l'on peut faire. Bien sûr, il faut croire en soi. Mais voyez-vous, on ne croit en soi que parce que quelqu'un d'autre croit déjà en nous. Et c'est là où le professeur entre en scène. Et c'est là où le maître entre en scène. Et je voudrais maintenant examiner toutes les implications éthiques de ce que je viens de dire, donc de passer de l'élève au professeur. Mais avant d'ouvrir ce second moment, je voudrais résumer de la manière la plus claire qui soit nos trois acquis. Premier acquis, l'estime de soi est au principe de notre subjectivité. Si l'identité d'une chose est relative à la possession d'un certain nombre de caractéristiques, cette chose est bicolore, cette chose est vaguement cylindrique, l'identité d'une personne est-elle relative à l'exercice de capacité? Il est capable de mettre en perspective des événements historiques. Il se débrouille en allemand. Il est capable d'argumenter avec rigueur, avec talent. L'estime de soi est au principe de notre subjectivité. Voilà le premier acquis. Le deuxième acquis, je le reprends, je le redis, l'estime de soi est inséparable de l'estime de l'autre, car ce qu'on estime en soi-même, c'est notre propre humanité, qui n'est finalement rien d'autre que l'humanité commune. Et donc, l'estime de soi n'est pas l'égoïsme. L'estime de soi n'est pas l'égoïsme. Troisième acquis,
L'estime de soi est une lente conquête, qui requiert bien sûr de croire en soi, mais qui requiert plus fondamentalement l'appui de ce que l'on pourrait appeler un allié éthique. Car, comme le dit encore Ricoeur, c'est un autre qui, en comptant sur moi, me constitue responsable de mes actes. Et je voudrais ajouter, voyez-vous, à ces 3 acquis, un 4e point. C'est que le lieu de la conquête de soi dans les sociétés modernes, c'est l'école. Oui, le lieu de la conquête de soi dans les sociétés modernes, c'est l'école. C'est Hegel qui parle, grand philosophe allemand. Écoutez bien, la vie dans la famille est un rapport du sentiment, de l'amour. L'enfant y a une valeur parce qu'il est l'enfant. À l'école, l'enfant apprend à déterminer son agir d'après un but et des règles. Il cesse de valoir à cause de sa personne et commence à valoir suivant ce qu'il fait. La vie dans la famille est un rapport du sentiment, de l'amour. L'enfant y a une valeur parce qu'il est l'enfant. À l'école, l'enfant cesse de valoir à cause de sa personne et commence à valoir suivant ce qu'il fait. En d'autres termes et plus simplement, dans la famille, ma valeur est indexée sur le seul fait d'être. Je suis donc je vaux. Je suis l'enfant, je suis le fils, je suis la fille, je suis donc je vaux. À l'école, ma valeur va être indexée sur ce que je fais. L'école substitue au primat de l'identité le primat de l'activité. Ou pour le dire autrement, elle inscrit le mérite dans l'ordre de l'agir, dans l'ordre du faire. Je fais, donc je vaux. Je fais. On pourrait ici reprendre la très belle formule du philosophe Alain. Ce que je fais, cela seul est de moi. Donc vous voyez que la maxime de l'école, c'est « je suis donc je vaux ». La maxime de la famille, pardon, « je suis donc je vaux ». La maxime de l'école, c'est « je fais donc je vaux ». D'où vous voyez que la première vertu éthique d'un professeur, la première vertu morale d'un professeur, c'est la vertu de justice. Et c'est peut-être la plus importante de toutes les vertus éthiques d'un professeur ou d'un éducateur. La justice qui est reconnaissance des droits et des mérites. Alors il faudrait montrer comment la vertu de justice se décline de 2 manières différentes. Parce qu'un professeur peut se rapporter à un élève de 2 manières différentes. Il peut tout d'abord se rapporter à l'élève en tant qu'il est un sujet de droit, parce qu'il y a des droits de l'enfant, et il y a depuis 89 des droits de l'élève, et en tant qu'il se rapporte à un sujet de droit, le maître juste respecte les textes. Oui, respecte les lois, respecte le droit. Il n'est pas au-dessus des lois et du droit. Et ce n'est pas du formalisme. C'est l'assurance donnée que tous les élèves seront traités de la même manière dans le respect de leurs prérogatives, même quand ils seront sanctionnés. Car il arrive parfois, comme vous le savez, que les élèves fassent des bêtises. Donc être juste, c'est d'abord respecter les textes, respecter ce qui est légal. Être juste, c'est donc tout d'abord respecter la légalité en un seul mot. L-E-G-A-L-I-T. Respecter les textes, respecter le droit. Alors vous voyez que l'enseignant ne s'adresse pas seulement à des sujets en tant qu'ils sont sujets de droit et qui saisissent sous cet angle se ressemblent les uns les autres. On ne sait pas faire la distinction entre un sujet de droit et un autre sujet de droit. Il s'adresse aussi à des élèves en tant qu'ils sont sujets apprenants. Et envisagés cette fois sous l'angle de leur capacité, ils apparaissent très différents les uns des autres. Sujets qui n'ont pas les mêmes motivations, les mêmes désirs, les mêmes envies de réussir. Sujets qui n'ont pas eu les mêmes chances, les mêmes aides, les mêmes soutiens, les mêmes appuis, les mêmes étayages familiaux. Cette différence, voyez-vous,
que la sociologie appelle de manière un peu prétentieuse le rapport social et épistémique au savoir, cette différence, l'école ne saurait y être indifférente. Et en tant qu'il s'adresse, le professeur, à des sujets apprenants qui ont des capacités très différentes, il essaye aussi de faire vivre la dialectique de l'égalité et de l'inégalité. De l'égalité en deux mots cette fois, et l'apostrophe. De l'égalité et de l'inégalité. Égalité dans les attentes, dans les visées, dans les objectifs. Inégalité dans les moyens mis en œuvre, dans les soutiens, dans les appuis, dans les étayages. Inégalité dans l'accompagnement. Inégalité dans l'accompagnement. Au nom de difficultés d'apprentissage, certes contingentes, mais bien réelles. Vous le voyez donc que la justice ne se manifeste pas seulement dans le moment de l'évaluation, dont on nous dit qu'elle doit être positive, mais qu'elle s'inscrit plus fondamentalement dans l'organisation même de l'acte d'enseigner. La justice magistrale, et c'est ma première conclusion, se décline donc selon deux versants. Le respect de la légalité en un seul mot, L-E-G-A-L-I-T-E, en tant qu'il s'adresse à des sujets de droit, qui ont les mêmes droits, le droit d'être écouté, le droit d'être accueilli, le droit à la parole, et le souci de l'équité, en tant qu'il s'adresse à des sujets apprenants qui ont toujours des capacités différentes. Mais vous voyez la vertu de justice, qui encore une fois est sans aucun doute la plus importante des vertus pour un professeur ou un éducateur, requiert d'être accompagné de deux autres vertus, la vertu de bienveillance et la vertu de tact, pour que l'on puisse parler de présence éthique. Car l'éthique d'un professeur, c'est une éthique de la présence. Oui, l'éthique professorale, c'est une éthique de la présence. Quelques mots peut-être sur cette idée de présence. La présence, c'est d'abord un art d'être présent, présent à soi, aux autres, être en résonance avec le groupe, avec la classe avec laquelle on travaille. La présence, c'est aussi un art d'être au présent, d'être là, hic et nunc, ici et maintenant, dans l'immédiate actualité de ce qui se déploie, être disponible, pourrions-nous dire. La présence, c'est aussi un art du présent, au sens du cadeau du présent, de ce que l'on donne, son savoir-faire, ses connaissances, son expérience. La présence, vous voyez, c'est une manière d'être. Mieux, c'est une manière d'habiter la classe. Et c'est peut-être ainsi qu'il faut comprendre le grand philosophe Emmanuel Levinas, qui dans un ouvrage majeur, Totalité et Infini, nous dit que le premier enseignement de l'enseignant, c'est sa présence même d'enseignant. Oui, le premier enseignement de l'enseignant, c'est sa présence même d'enseignant. Hannah Arendt, grande philosophe allemande, naturalisée américaine, qui dans un très beau livre aussi, La crise de la culture, dit que le professeur se signale avant tout et d'abord à ses élèves en leur disant « Voici notre monde », Lévinas lui répond plus modestement que le maître se signale d'abord et avant tout à ses élèves en leur disant « Me voici ». Et ce « me voici » n'est pas un « j'assure ». C'est un « j'assume ». Ce n'est pas une prise de pouvoir, c'est une prise de risque. Vous comprenez alors que la vertu de justice, pour essentielle qu'elle est, parce qu'elle est soucieuse des droits et des mérites, requiert d'être accompagnée par deux autres vertus, la vertu de bienveillance et la vertu de tact. Quelques mots sur la vertu de bienveillance. Quelques mots seulement parce que beaucoup de choses ont été dites et écrites sur cette question de la bienveillance depuis quelque temps. Quelques mots quand même, parce que quand beaucoup de choses sont dites et écrites, inévitablement quelques bêtises sont aussi dites et écrites. Il est stupide, par exemple, de dire, comme on a pu le dire au début de cette année scolaire, que la bienveillance n'est que de la complaisance. Complaisance, complaisant.
ne s'agit pas de plaire dans la bienveillance. Il s'agit de prendre soin. Il s'agit d'avoir compris que celui qui me fait face est fragile, vulnérable. Et que nous sommes tous, d'ailleurs, je vais vous dire, fragiles et vulnérables. Vous et moi et vous. Un regard, un geste, un sourire, un mot peuvent suffire. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup. Le bienveillant veille. Il veille au bien-être. Il veille au bien-être. Et j'ai compris, voyez-vous, il y a bien longtemps déjà, que la bienveillance faisait partie de l'équipement éthique d'un professeur. Parce qu'elle nous invite à apporter à l'élève qui est dans la désillusion, l'inquiétude, le doute, parfois même, disons-le, dans la souffrance et la détresse, de lui apporter une forme de réconfort. Je n'ai jamais voulu, parce que je crois qu'au fond de moi-même, je ne voulais vraiment pas faire la classe comme on balaie, selon la suggestion du philosophe Alain. J'essaie, voyez-vous, plutôt de faire le contraire, de balayer comme je fais la classe en essayant de ne pas trop maltraiter, de ne pas trop abîmer mon balai. Je voudrais être un peu plus loquace sur la vertu de tact. Et en écrivant, il y a quelques années déjà, La morale du professeur, j'ai été frappé de voir l'importance du tact dans les métiers de la santé, du soin, de la médecine, et son absence quasi totale, quasiment, dans les métiers de l'enseignement et de l'éducation. Le monde de l'éducation ignore le tact. Le monde de l'enseignement ignore le tact. Qui se souvient de Johann Friedrich Herbart, professeur de pédagogie et de philosophie à Göttingen, puis à Königsberg au début du XIXe siècle? Qui se souvient de celui qui a initié avec Dilthey et Schleiermacher le courant de la pédagogie humaniste? Johann Friedrich Herbart. Digne successeur de Kant à Königsberg, publie en 1806 sa fameuse Allgemeine Pädagogik, sa pédagogie générale. Œuvre oubliée, disparue des écrans radars, effacée, comme le nom même d'Herbart d'ailleurs. Et pourtant, c'est à ma connaissance la première œuvre éducative, la première œuvre de philosophie de l'éducation, peut-être la dernière, qui fait une place à cette étonnante qualité qu'est le tact. Le monde de l'enseignement ignore le tact. Alors, peut-être pour que nous comprenions bien de quoi nous parlons quand nous parlons de tact, je propose qu'on le thématise, qu'on l'oppose, qu'on le mette en tension avec la civilité. Il ne s'agit pas de faire disparaître la civilité. Vive la civilité, c'est une tellement belle qualité relationnelle, la civilité. Mais je crois que si on veut comprendre ce qu'est le tact, il faut un peu le mettre en tension avec la civilité, le mettre un peu en opposition. La civilité qui est, comme vous le savez, le respect de recommandations, d'usages, de préconisations. Le tact, il se manifeste, voyez-vous, quand il n'y a plus de préconisations, quand il n'y a plus de recommandations. On peut rassembler les principes et les préceptes de civilité pour en faire un traité, pour en faire des recueils. On a d'ailleurs fait beaucoup de traités de civilité, notamment au XVIIe siècle. Rien de tel avec le tact. Il s'invente dans son effectuation. Le tact est improvisation. Parce que, voyez-vous, le tact, il est à la fois un sens de l'adresse et un sens de l'à-propos. Oui, il est un sens de l'adresse, le tact. Quand je parle à Paul, je ne parle pas à Jacqueline. Et quand je parle à Jacqueline, je ne parle pas à Mohamed. Le tact est sens de l'adresse. Et en même temps, il est un sens de l'à-propos, de ce que je vais dire, de la manière dont je vais le dire, de ce que je vais taire peut-être d'abord, de ce que je ne dirai jamais. Le tact, ce n'est pas une habileté relationnelle, vous voyez, c'est une vertu parce qu'il se manifeste dans le tact une sensibilité à autrui où s'esquissent les premiers mots, peut-être d'abord les premiers silences d'une éthique de la parole. Et donc ce n'est pas une habileté relationnelle, comme beaucoup le disent. Je pense et je défends l'idée que le tact est une vertu.
parce qu'il se manifeste dans le tact une sensibilité à autrui, où s'esquissent les premiers mots, les premiers silences d'une éthique de la parole. Le tact n'est pas une habileté relationnelle, c'est une vertu. C'est la vertu du comment, voyez-vous, le tact. Du comment on fait les choses, du comment on les dit. Et en éducation, en enseignement, la manière dont on dit, la manière dont on fait les choses est tout aussi importante que ce que l'on dit ou ce que l'on fait. Justice, bienveillance, tact. L'éthique du professeur doit nouer ces trois vertus-là. Justice, bienveillance, tact. La justice, parce qu'elle est reconnaissance des droits et des mérites. La bienveillance, parce qu'elle a attention au sujet particulier, à la personne singulière. Et le tact, c'est le souci même du lien, le tact. On pourrait dire les choses autrement, dire la justice parce qu'elle est attentive à l'équilibre, au collectif. La bienveillance, parce qu'elle est soucieuse de la personne dans sa fragilité. Et le tact, parce que c'est le souci de la relation elle-même. Et voyez-vous l'exemplarité professorale. La nécessaire exemplarité professorale, elle n'est rien d'autre que cela. Elle n'est rien d'autre que cela, la fidélité à ces trois principes éthiques.